Bonsoir à tous et là c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre sur le grand rendez-vous. Bienvenue à chacun et à tous et merci en tout cas de la démarrer avec nous. Les 4 plateaux de ce soir où vont recevoir pour vous un ingénieur agronome, une formatrice en production responsable du sel, un jeune entrepreneur social et un géomètre expert. Bienvenue sur le grand rendez-vous et là nous suivons tout de suite la météo. Un clin d'œil particulier à nos téléspectateurs de Dassazoumoin cette semaine-ci. Ah, c'est la zone de Estelle, bon, c'est ce qu'elle dit. Hein. Bon, on verra tout ça dans un instant. Alors, sur le grand rendez-vous ce soir, vous retiendrez que la production de l'arachide est rentable et que le Bénin doit redoubler d'efforts en la matière. Vous connaîtrez où vous saurez davantage qu'on peut bien évidemment produire du sel en se servant bien sûr de l'énergie solaire. C'est une technique adoptée au Bénin pour faire moins de pression sur l'environnement. On en parle dans un instant. Et parlant d'ailleurs même d'environnement, nous allons aborder la question de l'aménagement des biens fonciers en allant à la découverte du géomètre sur la rubrique Autant savoir. Et l'expert de ce grand rendez-vous, lui, il est jeune, il est un entrepreneur social. En tout cas, ces deux profils réunis nous amènent donc à parler de l'entrepreneuriat social vu sous un angle pourvoyeur d'emploi. Voilà. Donc, le grand rendez-vous, c'est également l'actualité avec la rédaction de BB24 dans un instant. Je dirais précisément à 19h45, nous allons retrouver Nadège Sani qui est déjà en place d'ailleurs même pour nous annoncer les titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Asiom Gaba. On se retrouve ce soir, tout à l'heure à 19h45, vous allez nous présenter le journal, mais quels sont alors les principaux sujets de ce 19h45 ? Merci à vous, Asiom. Une nouvelle semaine démarre sur le grand rendez-vous et la rédaction de BB24 vous propose pour ce lundi un reportage sur le métier de ferblantier. C'est un métier en voie de disparition. Quelques-uns seulement exercent encore cette activité dans nos marchés. Quelles peuvent être les conséquences du port des chaussures aux talons sur la santé des femmes? Vous suivrez un reportage sur le sujet. En France, 100 millions de poules pondeuses sont abattues dès 18 mois à cause de la baisse de productivité. Pourtant, ces poules peuvent vivre plus longtemps et produire encore. Quelle serait donc la solution face à ce problème? On en parlera également dans cette édition. Alors, des sujets très intéressants. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour le développement avec vous, Nadège Sani. On continue avec vous, chers téléspectateurs, en attendant bien sûr de retrouver Nadège. On ouvre les plateaux, un tour au monde agricole.
Nous sommes chez les producteurs d'arachides aujourd'hui au monde agricole. Je le disais qu'il faut que le Bénin redouble d'efforts en matière de production d'arachides. Pourquoi? Parce que c'est une production très rentable. Produit de l'arachide, cela est très avantageux. Vous saurez tout ça dans un instant avec l'invité de Estelle Pazou qui vient juste derrière ce reportage signé Herman. Chaque année, des dizaines de tonnes d'arachides sont commercialisées au Bénin. Par un circuit informel, l'arachide béninois arrive même à s'exporter. La filière est dominée par les exploitations familiales et peine à s'imposer véritablement dans le secteur agroalimentaire béninois. Pourtant, cet oléagineux offre une variété de dérivés. Quand on parle d'arachide, je crois qu'on pense d'abord à l'huile d'arachide, notre agronomie. On pense aussi à la pâte d'arachide qui nous permet de faire la sauce. Alors, si on va parler de transformation, je crois qu'il y a une évolution. Je crois que nous sommes au niveau semi-artisanal et avec quelques industries, petites industries qui développent l'huile d'arachide aussi. Donc, mais la transformation artisanale de l'huile et du clic-clic, etc. sont encore très dominantes. Malgré la faible professionnalisation de la filière arachidière au Bénin, plusieurs coopératives, quoique avec des moyens artisanaux, essaient de transformer l'arachide en galette appelée clic-clic, ces bâtonnets frits de pâte d'arachide partiellement déshuilés. De toute évidence, les produits dérivés de l'arachide subissent une transformation plus ou moins identique. De façon générale, il faut déjà retirer, si on va parler dans un français simple, il faut déjà retirer les graines de leur gousse. Voilà, il faut, pour la plupart des techniques, il faut torréfier, c'est-à-dire griller. Et dans le cas du clic-clic, après avoir torréfié, on fait la mouture et on fait ensuite la séparation de l'huile de la pâte. C'est la pâte qui est utilisée ensuite, malaxée, pour obtenir le clic-clic. Le défi est grand en ce qui concerne l'exportation des produits dérivés de l'arachide. Un marché local et international reste à conquérir. Certains l'ont déjà compris en mettant en place des usines modernes de transformation. Oui, on parlera davantage de transformation d'arachide mercredi prochain sur Monde Agricole, mais aujourd'hui, ce soir, nous parlons de la production avec M. Yawenou qui est venu. Bonsoir, M. Yawenou. Bonsoir, monsieur le journaliste. D'être revenu sur ce plateau. Avec beaucoup de plaisir, nous vous accueillons. Merci. Bonsoir, Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Assim Gaba. La pleine forme ce soir, j'espère. Ça va très bien. Vous avez pris votre Azinsounou avant de venir? Non, je vais le prendre juste après. Le grand rendez-vous ce soir? Oui. Waouh! Azinsounou le soir, je trouve ça un peu riche, mais c'est pas grave. J'ai besoin de. Enfin, j'en ai besoin, peut-être pas vous, mais moi j'en ai besoin. Ah, d'accord, ça c'est vrai. Ouais. Moi, je fais beaucoup attention. Nous parlons de la production de l'arachide aujourd'hui. Oui, vous l'avez dit, on reçoit encore M. Alphonse Yawenou, il est ingénieur agronome. Alors, M. Yawenou, parlez-nous déjà de la culture de l'arachide au Bénin. Merci, madame le journaliste. L'arachide est une importante plante. À la fois, c'est une culture vivrière, une culture industrielle et apporte un bénéfice très très grand pour fertiliser le sol. Mieux, ces fans servent de fourrage pour les animaux domestiques. Donc c'est une culture très très importante au Bénin. Alors, pour faire un état des lieux, où en est aujourd'hui la production de l'arachide au Bénin? Bon, disons que actuellement, la production de l'arachide, du moins c'est la recherche sur l'arachide, est un peu au point, n'avance pas comme cela se doit. Et dans un passé très récent, il y a eu des spécialistes qui se sont occupés très bien de la plante, mais ces dernières années, il y a de moins en moins de chercheurs qui se spécialisent exclusivement sur cette culture-là. Est-ce que vous avez des raisons de ce désintérêt?
Non, non, ce n'est pas un désintérêt en tant que tel, parce que les anciens chercheurs sur l'arachide, avec le temps, la plupart sont partis à la retraite. Et il n'y a pas encore eu de relève en tant que tel. Du moins, ça peine à se mettre en place comme cela se doit. Voilà. Donc c'est ça qui freine un peu la chose. Mais en milieu, chez le paysan producteur, les gens n'ont pas laissé la culture. Non, non, les gens n'ont pas laissé la culture. Et les gens continuent de produire de l'arachide. Mais il faut que, toujours, comme on le dit souvent, il faut que la recherche maintienne sa place en amont pour produire de nouvelles variétés à mettre à la disposition de ces producteurs-là. Voilà, et justement, en la matière, selon les recherches, il ressort que l'arachide ne fait guère l'objet d'une attention particulière de la part de la recherche agricole. Est-ce que ça veut dire que l'arachide dont on parle aujourd'hui, c'est le parent pauvre de la recherche agricole? Bon, je ne vais pas dire que c'est le parent pauvre. Disons que les dispositions sont en train d'être prises pour prendre la place, pour redorer la recherche et donner à la recherche sur l'arachide tout le poids qu'elle mérite. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les régions dans lesquelles on produit encore de l'arachide? Ah oui, bon, disons que l'arachide se produit pratiquement partout, sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est une culture, hormis les zones de basse terre où l'eau est en abondance, mis cet aspect-là de côté, ou bien les zones trop argileuses, les sols trop argileux, le reste, que ce soit le sable, le type de sable, de sol sableux, sablo-argileux, ça convient beaucoup à la production de l'arachide. Donc, mis à part quelques deux cas, l'arachide se prête bien du nord au sud. Du nord au sud, donc partout au Bénin, on peut produire de l'arachide. Est-ce qu'il y a des villages qui sont réputés pour la production de l'arachide? Oui, dans le passé, c'est des régions septentrionales surtout, et puis la région des collines. Dassa ou Glazoué? Dassa, Glazoué, et la région de Ouessé, c'est des zones de production d'arachide. Et ensuite, il y a le pays Agoni, qui constitue quand même des zones de production très intéressantes pour ce qui concerne l'arachide. Une région qui donne d'ailleurs même son nom à l'huile issue de l'arachide, Agonlimi. Agonlimi, voilà. C'est reconnu. Okay. C'est reconnu. Oui. Et c'est des variétés d'huileries surtout qui sont utilisées juste là. Bon, compte tenu de l'engouement que les gens portent à la consommation de l'arachide, surtout l'arachide pour faire entrer ça dans les mets et apprendre rapidement là, la recherche avait pensé à l'époque et introduit des variétés de bouche. Ces variétés de bouche, c'est des variétés à gros grains qui ont un taux moindre d'huile comparé aux arachides d'huilerie dont nous parlons. Donc ça veut dire que nous avons différentes variétés d'arachides. Oui, voilà, nous avons différentes sortes d'arachides. Il y a les arachides d'huilerie qui ont un taux élevé d'huile et les arachides de bouche qu'on consomme comme amuse-bouche. Est-ce que nous consommons fréquemment ce que les bonnes dames vendent? Est-ce que c'est de l'arachide de bouche ou bien de l'arachide d'huilerie? Ce que nous consommons, malheureusement, je vais dire, c'est peut-être trop dit, mais ce que nous consommons couramment, c'est des variétés d'arachide d'huilerie. Okay. Donc, c'est fort de ça que la recherche s'est penchée sur cet aspect qu'il faut faire une introduction de variétés, de variétés d'arachide de bouche. Et ça fait déjà 15 ans comme ça que ce travail a été initié. Est-ce que ça existe encore, ces variétés-là d'arachide de bouche? Oui, ces variétés-là existent. Parce que jusqu'à un passé très récent, il y a encore eu 2 variétés, le florispan, que les gens ont essayé de remettre encore en selle
sur la station de recherche du centre et pour quand même continuer à voir quel aspect bénéfique on peut obtenir de manière à faire glisser progressivement ces variétés d'arachide, c'est-à-dire d'arachide de bouche, là, en milieu paysan. Et si ça prend, c'est une très bonne chose. Parce que là, dans la région de Péro, Kokoro, Save, Dassa, les gens viennent au bord de la voie avec de l'arachide grillé. Si cette population trouve la variété de bouche, là, si ça prend, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On aura la variété d'huilerie uniquement pour les extractions et autres d'huile, et la variété de bouche pour nos petits besoins de consommation. Oui, voilà. Est-ce que les deux donnent réellement, ces variétés-là, est-ce qu'elles sont rentables? Oui, ces variétés sont rentables. Ben, disons que la production de l'arachide, le rendement de l'arachide est influencé par un certain nombre de facteurs, dont le mode de semis. Généralement, on conseille de semer sur terre plate. Mais il faut faire attention parce qu'il y a culture en terre plate et culture sur billon. Maintenant, il faut beaucoup faire attention parce que lorsque l'arachide, vous semez l'arachide, il faut vite faire le premier saclage. Le second saclage sur une semaine d'intervalle. Et il faut vite aller parce que selon que la variété est de cycle court ou bien de cycle long. Parce que dès que l'arachide commence par fleurir, il est interdit de passer dans le champ. Parce que ça fleurit et comme c'est une plante autogame, la fécondation a lieu. Dès que la fécondation a lieu, il y a par le phénomène de géotropisme, là, la fleur fécondée tourne vers le sol. Donc il y a des gynophores qui se forment et qui rentrent dans le sol. Et c'est ça les futures gousses d'arachide. Donc si vous rentrez dedans, vous saclez en cette période-là, vous perturbez déjà la production parce que vous blessez des gynophores. Voilà. Donc, ça pourrait négativement impacter la récolte. La récolte. Et aussi, si la récolte intervient par temps sec, c'est difficile. Parce que l'arachide, il faut déterrer avant d'avoir accès aux gousses. Mais quand le sol est trop sec, beaucoup de gousses restent dans le sol. Vous restez dans le sol. Et ça impacte négativement le rendement. Donc voilà des aspects dont il faut tenir compte. Peut-être qu'on le voit d'autres arachides après. Ah oui, maintenant ce qui est resté au sol, que le paysan n'est pas arrivé à tout prendre là. Dès les premières pluies de l'année suivante, ça germe. Et dès que ça germe, ça a un effet très positif du point de vue bilan azoté du sol. Donc, on peut retourner la terre et profiter de ce bilan azoté. Donc, finalement, ce n'est pas plus mal de laisser quelques gousses dans la terre. Oui, ça dépend de l'optique. Alors, aujourd'hui, si on doit faire un bilan, comment évolue la production de l'arachide? Oui, l'arachide, à un moment donné, a évolué correctement dans notre pays. Mais de nos jours, pour ce qui concerne la recherche, de nos jours, disons que c'est un peu au point stationnel là, parce que les spécialistes étant partis à la recherche, la plupart. Maintenant, il faut qu'il y ait de jeunes chercheurs qui arrivent à prendre la relève. Mais c'est indispensable, compte tenu de l'engouement des populations pour cette importante culture de notre pays. Donc, avoir des spécialistes aujourd'hui dans le domaine de la production de l'arachide, c'est un des défis qui s'impose à la culture. Et quel autre défi s'impose également à la culture de l'arachide aujourd'hui? Bon, disons, autre défi, pouvoir commercialiser. Pouvoir bien commercialiser. Pour le moment, nous n'exportons plus comme par le passé, parce qu'on exportait de l'arachide par le passé. On était, dans un passé très récent, on était 29e au plan mondial. Bon, mais de nos jours, ça a chuté un peu. Maintenant, il faut repartir. Dès que ce serait lancé, que des variétés seront
trouver c'est trop dit, introduction de nouvelles variétés, la recherche s'accélère davantage autour de cette culture, ça va reprendre parce qu'en milieu paysan, les gens sont prêts. Hein? Vous voyez, l'arachide fait l'objet d'un commerce intérieur qui est très, très, très florissant. Hein? C'est important. Et donc, en termes de défis, il va falloir augmenter d'abord la production et penser à la commercialisation, mais avant peut-être à la transformation. Il y a, qui dit, avant la commercialisation, d'abord il y a la transformation. Et c'est justement de ça qu'on va parler mercredi sur ce plateau, toujours avec vous, monsieur Alphonse Seyewino. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Merci, monsieur Alphonse Seyewino. Il faut donc la recherche au service de la production de l'arachide. Oui, le Bénin doit-il vraiment redoubler d'efforts? Oui, il le faut. Il le faut. Et puisque je le disais, la production, c'est ici. Les mains ne sont juste que des instruments. Donc, on comprend tout simplement. La suite de ce grand rendez-vous, c'est avec... on parlera toujours de production, mais cette fois-ci, de la production du sel. Sel produit à base d'énergie solaire. Ça, c'est pour faire moins de pression sur l'environnement. Nature et bien-être. Bienvenue sur Nature et Bien-être. Nous parlons aujourd'hui de la production de sel avec comme source d'énergie, le solaire, tout simplement. On en parle avec l'invité de Amandine Aniabossou. Dans un instant, nous suivons d'abord le reportage de Herman. Herman, voilà, il s'appelle Herman Amégan. Voilà, oui, je me retrouve. Herman Amégan, qui nous parle bien sûr de la production du sel à base d'énergie solaire. Regardez comment ça se passe. Ces femmes exploitent l'énergie solaire pour extraire le sel marin. Nous sommes sur la côte de Okun, dans la commune de Semekpodi. Le principe repose sur la cristallisation du sel, au bout d'un certain temps, sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Nous passons à la pose des bâches, c'est-à-dire la préparation des salines. Quand nous finissons, nous lavons bien les bâches, nous versons de l'eau de mer sur les bâches. Et après 5 jours, l'eau devient épaisse et on appelle ça la saumure. Nous la filtrons et nous la laissons au repos pendant 48 heures. Après les 48 heures, nous relavons proprement les bâches et nous ramenons la saumure sur les bâches. C'est ainsi, après 6 heures de temps, nous commençons par récolter le sel marin à l'aide de l'énergie solaire. Regroupées au sein d'une association, elles sont formées par le groupement des éducateurs sans frontières de la France. Acheminer l'eau de la mer vers le site de séchage reste leur principale difficulté. Mais l'activité reste bien lucrative. Activité génératrice de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes, puisque c'est les jeunes qui vont chercher de l'eau. Ça demande une main-d'œuvre importante, mais si nous avons des moyens et si plus tard nous avons l'appui de l'État avec les structures de l'État qui peuvent s'y intéresser, je crois que le Bénin va pouvoir exporter du sel plus tard. On a constaté qu'au Bénin, nous consommons au moins 30 000 tonnes de sel par an, alors que le Bénin même n'en produit que 3 000 tonnes. Donc les 27 000 tonnes sont importées. Quand c'est comme ça et que nous avons la mer, l'océan Atlantique, ça vraiment, nous-mêmes, ça doit nous faire réfléchir. Donc nous pensons à comment faire pour combler le vide. Nous demandons aux autorités de nous aider à former les autres femmes qui sont sur la côte. Parce que la quantité du sel qu'on a besoin au Bénin, nous seuls on ne peut pas récolter ça. La récolte s'effectue de novembre à mai en vue de bénéficier pleinement des rayons solaires. Avant, les femmes de Kounsémé fumaient du poisson. Voilà, là où on fumait du poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson. Mais aujourd'hui, on s'est adhéré à la récolte du sel. Et chacun, à la fin de la récolte, ce que chacun prend là, ça lui permet d'aller faire son commerce pendant la pluie
et de revenir après. Si on récolte beaucoup le sel là, au moins chacun tous les mois, on nous satisfait avec en tout cas 25 000 ou 30 000. Contrairement à l'ancienne méthode, la technique de séchage respecte les normes environnementales. Au revoir donc à l'ancienne méthode grand-mère. Oui, nous parlons bien sûr de techniques respectueuses de l'environnement en matière de production de sel avec Madame Suzanne Paraiso, elle est formatrice en récolte de sel marin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous aussi. Merci. Bonsoir Amandine. Assoum Gaba, bonsoir. On dit que les femmes représentent le sel de la vie, c'est ça? Voilà. Et les femmes qui respectent l'environnement en produisant du sel. Voilà, Assoum Gaba, vous l'avez compris à travers l'élément qui est passé, la production du sel à base de l'énergie solaire participe un tant soit peu à la préservation de l'environnement. Madame Suzanne Paraiso, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous pourquoi fabriquer du sel à base de solaire? Oui, merci. Et dans l'ancien temps, nos mamans brûlaient du bois pour avoir du sel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bois. Le bois coûte excessivement cher. Et un jour, on était là, parce que nous, on n'achète pas du sel au marché. Nous qui sommes à Okunseme-là, on n'achète pas du sel au marché. Nous préparons le sel et nous utilisons ça en même temps. Donc, à la maison? À la maison. Donc, monsieur le maire Bédan, quand il était maire, il est arrivé nous voir avec cette méthode-là. Il a été en France, il a vu une manière là dont les gens préparent le sel, qui va nous ramener ces blancs-là. Et c'est ainsi, en 2014, il nous a ramené les blancs. Donc, c'est des groupements d'éducateurs sans frontières, on les appelle, les greffes. Ils vous ont formés? Ils nous ont formés et à l'aide des bâches, des planches pour former les salines. Et nous prenons l'eau de mer que nous versons sur les bâches et 5 jours après, l'eau devient épaisse et c'est ça que nous appelons la saumure. Nous avons un appareil qu'on appelle le densimètre. C'est ça qui nous permet de prendre la densité du sel dans de l'eau. Donc, avec 500 ml d'eau, nous avons 200 grammes de sel. Wow. Donc, quand l'eau devient la saumure, nous avons maintenant 200 grammes. On avait 20 grammes, maintenant on a 200 grammes. Dans 2000 litres d'eau. Pendant les 5 jours-là, non? Oui. Dans 2000 litres d'eau, vous avez 200 grammes 200 grammes de sel. Et nous filtrons maintenant l'eau. La saumure là, nous filtrons ça. Et nous relavons proprement les bâches. Nous remettons 20 litres de saumure dans chaque saline. Et si nous faisons ça à 9 heures, à 16 heures, nous commençons déjà par récolter le sel. Et qu'est-ce que vous-même vous pensez de cette méthode? C'est une très bonne méthode parce que ça ne pollue pas l'environnement. On ne brûle plus du bois. Vous voyez? Donc, les fumées ne montent plus. C'est l'air et le soleil qui nous donnent ce sel-là. Donc, ça veut dire que c'est un sel naturel. Alors, si je comprends bien, oui. Avec ce que je vois à l'écran, c'est que vous n'utilisez même pas les plaques solaires pour chauffer, rien. C'est le soleil directement. Direct. Nous utilisons les bâches noires. Okay. Parce que les bâches noires attirent plus les rayons solaires. Voilà. Okay. C'est ici que ça se passe. C'est dans la tête. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est dans la tête que ça se passe. Vraiment. Donc, vous utilisez les bâches noires parce que ça attire beaucoup plus les rayons solaires. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que l'eau se condense, oui. et produit le sel. Vous n'y ajoutez plus rien d'autre. Rien d'autre. Juste l'eau de mer. Juste l'eau de mer. Donc, on a du sel à portée de main. Oui, avec l'eau de mer. Avec l'eau de mer. Et vous avez accueilli cette technique-là à bras ouverts comme ça, ou bien au début, les femmes de la localité étaient réticentes et autres? Oui, au début, elle était réticente, effectivement. Parce qu'elle dit, oh, ça ne donnera rien. Comment on peut donner du sel avec la bâche? On a dit, non, on va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais les premiers jours qu'on a commencé par récolter le sel, on était devenus fous de joie. On ne savait plus quoi faire.
Et c'est comme ça qu'on s'est mis à l'œuvre. Et en moyenne, quand on prend une semaine, combien de sel produisez-vous? Oui. Nous n'allons pas identifier ça sur une semaine. Ok, d'accord. Parce que si nous mettons l'eau sur la bâche, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours. Oui, vous l'avez dit. Et c'est après les 5 jours qu'on peut dire, dans cette semaine, on peut avoir telle quantité de sel. Parce que si on récolte la saumure pendant une semaine, la saumure qui va suivre là, on peut récolter 300 kilos. 350 kilos. Ça dépend de la quantité de saumure qu'on a. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas beaucoup de bâches. Nous avons une cinquantaine de bâches. Pour combien de femmes? Pour 15 femmes. Alors, cette technique, comparée à celle que vous utilisiez et qui nuit vraiment à l'environnement, quel est le rendement? Le rendement est plus meilleur parce qu'avant, tu vas préparer pendant des jours avant d'avoir 2 mesures de 2 kilos de sel. Hein. Ah bon? Oui, pendant des jours. Et on utilise assez de bois de chauffage. Et tous ces chaleurs-là rentrent encore en nous. Ça nous rend aussi malades. Oui. Et ça pollue l'environnement. Ça pollue l'environnement. Maintenant, cette technique est utilisée dans combien de localités au Bénin? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez d'autres collègues dans le domaine ou bien c'est seulement à Semekpodji que cela se pratique? C'est à Ouida aussi. Ça se trouve dans une localité de Ouida parce que celui qui est venu nous former, il est de Ouida, il s'appelle Pio. C'est lui qui est venu nous former. Ah ok, les femmes de Djegbadji, c'est ça? Oui. Non, les femmes de Djegbadji utilisent toujours le feu. Le bois de chauffe, oui. Ah bon? Oui, utilisent le feu. Mais nous, on a accepté ce système-là. Maintenant, quand vous avez compris que cette technique permet de préserver beaucoup plus l'environnement et tout, pourquoi ne pas sensibiliser les autres femmes qui fabriquent du sel toujours à base de bois de chauffe pour qu'elles adoptent plutôt cette nouvelle technique? Est-ce qu'il y a des programmes du genre? Est-ce que vous envisagez des sensibilisations du genre? Pas encore, parce que nous n'avons pas encore de moyens pour le faire. Même si nous avons des moyens, nous allons d'abord former les femmes qui sont sur nos côtes. Parce qu'il faut acheter bâches, il faut acheter le matériel pour les former. Ça coûte cher? La bâche là, c'est 3,50 m sur 1,50 m, là c'est 10 000 qu'on prend ça. Donc, et pour avoir assez de rendement, il faut assez de bâches. Il faut assez de bâches. Donc, vous attendez les moyens. Nous souhaitons que toute la côte là soit formée pour qu'on n'aille plus acheter du sel à l'extérieur. Si toutes les femmes de la côte, même les jeunes, peuvent faire le travail. Il n'y a plus d'emploi. Il y a l'océan là. Ça ne t'arrive jamais. C'est illimité. Si on peut prendre seulement l'eau et avoir du sel et avoir de l'argent, je pense que c'est bon. Hein. C'est pas mal. Au moins, tu vas te suffire pour... Apparemment, la filière intéresse très bien. Sincèrement, ça m'intéresse. Je trouve que c'est encore... C'est mieux que le... Bon, ce qui crée beaucoup de polémiques. Madame Paraiso, quand vous entendez parler, c'est comme s'il n'y a pas de problème, mais vous rencontrez des difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? Les difficultés que nous rencontrons sont énormes. Parce que nous allons dans la mer même pour aller prendre de l'eau. Sur la tête. C'est des risques. C'est des risques. Donc, nous ramenons l'eau sur la côte. Donc, on n'a pas un appareil pour tirer l'eau de là-bas. Si on avait un appareil, même avec les 50 bâches, on va produire beaucoup. C'est l'aller-retour. L'aller-retour. Parce que et tout. Pour aller prendre là, c'est difficile. Oui, c'est très difficile pour nous. Donc, mais on essaie. On peut donc installer une plateforme qui va vous permettre de tirer l'eau jusque sur la côte. Sur la côte pour travailler. Pour travailler. Autre difficulté? Autre difficulté, c'est que le sel, l'eau de mer est iodée. Il y a l'iode dedans. De façon naturelle. De façon naturelle. Donc quand nous ramassons le sel le premier jour, c'est bien iodé. Mais quand le sel est séché un peu là, l'iode diminue. Donc nous voudrions, nous souhaiterions que l'État nous aide à renforcer l'iode dans le sel marin. Dans le sel marin. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques pour conserver l'iode tout en séchant le sel? Non. L'iode se volatilise. À l'air libre. À l'air libre, ça se volatile. Puisque la méthode utilise le soleil et le vent. Et le vent. Vous voyez? Donc, si l'État nous aide à installer une petite unité d'iodation, nous renforçons l'iode et nous en sachons en même temps.
Pour conserver l'iode. Pour conserver l'iode là dans le ciel. Mais ce que vous dites là me suggère une question. Si le sel que vous fabriquez n'est pas iodé, qu'est-ce que vous en faites alors qu'on nous conseille de consommer du sel iodé? Oui, comment vous organisez? Il n'y a pas de l'iode dedans. C'est au cours du séchage que ça se passe. Oui. Vous voyez? Maintenant... Mais le produit fini, il n'y a plus d'iode dedans. Oui, c'est vrai. Et les gens consomment ça comme ça. C'est ça qu'on consommait depuis notre enfance. Mais aujourd'hui, nous voudrions, nous souhaiterions... avoir une unité pour l'iodation. Une petite unité d'iodation. Hein? Nous avons écrit à la DANA, nous avons écrit à des ONG, et Payavo, nous-mêmes, à l'ONG Payavo vient d'écrire, qui souhaite nous aider à installer une petite unité d'iodation. Si l'unité d'iodation est là, peut être dans les normes de vente. Si l'unité d'iodation est là maintenant, nous allons encore multiplier nos bâches pour avoir du sel naturel pour notre pays. Parce que même le sel qu'on dit iodé, quand il n'est pas emballé, ça veut dire que ça va se volatiliser aussi. Même les sels que vous voyez au marché. Au marché, c'est sans iode. Si ça se volatilise, c'est que c'est sans iode. Mais si nous avons l'appareil maintenant, et nous renforçons l'iode, nous allons en sachet en même temps. En même temps. Voilà. Tout ce que vous dites est intéressant, Madame Paraiso. Merci beaucoup à vous d'être passée sur ce plateau. Merci. Vraiment, c'est un grand plaisir. Moi aussi, je cherchais l'occasion depuis. Et vous en avez eu. En tout cas, BB24 est là. Pour ça, c'est pour vous, c'est votre chaîne. Manifestez toujours la volonté et nous sommes là pour vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec vous. Et là, vous avez donc compris que c'est une source d'emploi. C'est un potentiel d'emploi dont nous venons de parler. On va en parler encore. On parlera davantage de sources d'emploi. Parlant bien sûr de entrepreneuriat social. C'est quoi en réalité l'entrepreneuriat social? L'expert vient sur le plateau nous en parler. Il est jeune et un entrepreneur social. L'expert de ce soir nous donne assez d'inspiration sur le sujet de ce soir. Il s'agit bien sûr de l'entrepreneuriat social. Augustino Agbemanvo, bonsoir. Bonsoir, Siam Gaba. Alumni Yali Young Association, Young African Leader Initiative et alumni également de la bourse de la fondation Tony Elumelu, passe-présidence AESEC, très connu en tout cas ces derniers temps aussi, surtout dans le monde scolaire, avec son tricycle, avec sa bibliothèque mobile et puis numérique aussi. Numérique aussi qui vient bien aussi. Évidemment, Exactement. mais l'homme en tout cas qui est avec nous ce soir, c'est un des jeunes béninois qui pense en réalité qu'on peut vraiment développer, que la jeunesse également a du potentiel pour développer ce pays. Alors, peut-on déjà appeler votre initiative, ce que vous faites, c'est-à-dire le fait de faire lire aux élèves en amenant votre bibliothèque chez eux et en même temps en rendant disponible une plateforme numérique pour permettre aux élèves d'avoir des livres et de lire. Est-ce qu'on peut appeler cela de l'entrepreneuriat social? Alors, merci d'abord pour l'invitation que vous me faites. Alors, au sein de notre start-up, en fait, nous avons plusieurs services. Et l'un de nos services, c'est la bibliothèque mobile dans les écoles. Et ce service-là est un service social. Social, cela veut dire, pourquoi nous disons que c'est un service social? Le concept derrière, nous voulons résoudre un problème social. D'accord? Et donc, quand on parle d'entrepreneuriat social, la définition, les éléments pour qu'on parle d'entrepreneuriat social, c'est d'abord un problème social que vous voulez résoudre. Et dans l'entrepreneuriat social, c'est parce que vous utilisez les stratégies, tout le moins les techniques de l'entrepreneuriat pur pour résoudre un problème social. Et donc, nous, le problème que nous avons visé, c'est l'abandon de la lecture physique par les élèves, c'est le manque de bibliothèques dans nos écoles, parce que moins d'un tiers des écoles au Bénin disposent de bibliothèques. Vous voyez un peu, on construit chaque jour des écoles, mais très peu sont équipés de bibliothèques. Donc, on s'est dit, on va contribuer un peu à la résolution de ce problème-là. En quoi faisant? En déplaçant des livres dans les écoles. Et les élèves viennent emprunter ces livres-là et lisent en payant de l'argent. Combien? Juste 100 francs ou 150 francs. Donc, ce n'est pas gratuit. OK.
Les enfants paient quelque chose, mais ce quelque chose-là, on s'est arrangé pour que ça puisse nous permettre de couvrir les charges. Et donc, l'entrepreneuriat social, c'est lorsque votre premier objectif, c'est d'abord l'impact social. Vous ne cherchez pas de l'argent d'abord, vous ne cherchez pas un but financier derrière. C'est d'abord l'impact social, mais vous mettez en place un modèle économique pour vous permettre d'être indépendant, de ne pas toujours demander de l'aide auprès des partenaires. Vous voyez un peu? Donc, permettre à l'activité d'être durable. D'être durable. Et en même temps... de pouvoir gérer d'impact social. Et chez nous, pardon, l'impact social, chez nous, c'est le nombre d'élèves qui viennent emprunter de livres. D'accord? Ces enfants-là, ils ont une fiche de lecture qui remplissent et qui nous ramènent. D'accord? Et on s'assure qu'ils apprécient le livre et que le livre leur apporte toujours quelque chose. Voilà un peu. Et donc, quand je dis à quelqu'un, voilà, je vais à une bibliothèque mobile, les enfants payent 100 francs, a priori, on se dit, bon, c'est insignifiant. Mais l'impact qui est derrière est énorme. Un livre peut changer votre vie. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'on ne réinvente pas la roue. Nos prédécesseurs nous ont laissé assez de secrets qui sont cachés dans les livres. Et quand vous lisez un livre, vous êtes changé pour toujours. Et donc, nous, à notre niveau actuellement, notre modèle commun nous permet d'assurer toutes nos dépenses et d'avoir même une marge bénéficiaire. Et pour aller plus loin, cette marge bénéficiaire est réinvestie dans la start-up. On prend notre bénéfice pour acheter encore de nouveaux livres. Les bénéfices ne sont pas partagés entre nos actionnaires, non. Mais c'est réinvesti dans la start-up, dans ce service-là. Et c'est ça la différence entre une entreprise classique et une entreprise sociale. Les bénéfices ne sont pas partagés entre les actionnaires, mais c'est réinvesti dans l'entreprise pour encore avoir plus d'impact, pour encore aller plus loin. Aller plus loin. Voilà. C'est cela, donc, on peut appeler ça de l'entrepreneuriat social. C'est de l'entrepreneuriat social. Tout simplement. Voilà. Alors, mais là, donc on parle d'entrepreneuriat social, et il y en a qui parlent également d'action sociale. Oui. Et quelle est la différence? Alors, quand on parle d'entrepreneuriat social, on parle d'entreprise sociale. Il y a les formes juridiques qui diffèrent. Donc, quand vous créez une ONG ou une association, vous êtes encore dans l'entrepreneuriat social. Mais nous, par exemple, on est allé plus loin et on est dans la catégorie des social business. Social business, ok. Vous voyez un peu, l'entrepreneuriat social, c'est vaste. Les fondations, les associations, les ONG, tout le monde, les coopératives, tout le monde peut être sous l'ombrelle de l'entrepreneuriat social. Mais aller au niveau du social business, c'est là que beaucoup n'arrivent pas encore à se loger. Vous voyez un peu. Et donc, voilà, une action sociale, une fondation peut mener une action sociale. Une ONG peut mener une action de salubrité, ou bien faire un don, voilà, ou bien faire des activités de plantation d'arbres. C'est des actions sociales. Oui. Vous pouvez faire des dons, et c'est bien. Mais il faut aller plus loin aujourd'hui. Parce qu'on fait les dons depuis toujours. Mais quand on fait un don, par exemple, d'une bibliothèque dans une école, 2 ans, 3 ans après, est-ce que cette bibliothèque est toujours là? Est-ce que les élèves viennent réellement lire? Est-ce que l'impact souhaité est là? Alors que si on arrive à avoir un modèle économique, social qui permet de faire fonctionner cette bibliothèque-là, on peut intéresser les élèves. L'école peut mener des activités par elle-même pour faire intéresser les enfants un peu. Donc, la différence, c'est ça. On peut mener des actions sociales, d'accord, sous le code de l'entrepreneuriat social, mais quand vient le social business, on ne parle plus d'action sociale. On ne parle plus d'action sociale. C'est du business. Que ça vous profite aussi un peu. Ça vous profite un peu. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas du bénévolat. D'accord, ce n'est pas de la gratuité. Mais une fois encore, on vise d'abord l'impact social que l'impact économique. Et c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui. Voyez un peu. Donc, ce n'est pas la gratuité. Quand je dis que je vais dans les écoles avec les gens, parce que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Les enfants paient quelque chose. Mais ce quelque chose à multiplier par un grand nombre, c'est beaucoup d'argent. C'est comme quelqu'un qui se décide, par exemple, de prendre soin des personnes du 3e âge, par exemple. Voilà. Il va créer un centre. C'est vrai que les familles vont payer quelque chose pour qu'eux, ils puissent... L'impact qui est là est beaucoup plus pris en considération que le bien financier. C'est ça. Pour que vous soyez une entreprise sociale, un social business, vos mesures de crédit, vos mesures d'appréciation, c'est d'abord l'impact social que vous générez, avant le but, avant l'impact financier. On verra dans la deuxième partie si ça peut constituer réellement une source d'emploi pour la jeunesse béninoise. Le temps d'aller rapidement avec Nadège Tsani, faire un tour dans la rédaction de BB24 pour le journal. Il est 19h45 sur le grand rendez-vous. C'est le journal. Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous de l'information.
Le ferblantier trace et fabrique toutes sortes d'objets composés de métaux. C'est un métier classé dans la catégorie des artisans. Aujourd'hui, quelques-uns s'y intéressent encore. On en parle. Symbole de féminité pour beaucoup, les talons hauts ne sont pas sans risque pour la santé. Toutes les études réalisées sur le sujet s'accordent. Les pieds, les genoux et le dos sont les 3 zones anatomiques qui souffrent le plus du port de talons hauts. 100 millions de poules pondeuses sont abattues dès 18 mois en France. Pourtant, les poules peuvent vivre plus longtemps et continuer à produire. Un nouveau mode de production est envisagé dans les jours à venir. Nous démarrons cette édition par une nouvelle brève. Une partie du marché d'Antokpa ravagée par un incendie. Selon les informations recueillies sur place, la quasi-totalité de la zone de vente des céréales serait prise au piège par les flammes. Pour le moment, les causes du drame sont encore inconnues. Pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Connaissez-vous le ferblantier? À la question, peu diront oui. Activité en voie de disparition, la ferblanterie est la profession des artisans qui s'entourent des reliques de fer dans les marchés. Ils s'en servent pour fabriquer divers objets. Comme des gardiens du métier, il en reste quelques-uns qui exercent leurs activités dans nos marchés. Mathieu Soukeno et Arnaud Adadja sont allés à leur rencontre. Un burin par-ci, diverses tailles, de foyer ou de colporte par-là, ces objets utilitaires dans les ménages ou dans mes domaines professionnels séduisent cette cliente. Au fait, ça, si moi j'utilise, c'est bon pour moi, quoi. Je préfère ceci plus que les autres. Ça brûle vite. Nous sommes au marché Bégamin et c'est grâce à la dextérité du génie créateur de cet homme. Je bats le fer dans le feu, je fonds ce genre de compote. Assis sous une tente de fortune, l'artisan actionne à l'aide de son bras droit cette jute ovoïde de chambre à air qui lui permet de communiquer justement de l'air à l'intérieur des coques de noix de palme pour maintenir active la braise ardente nécessaire à la fonte partielle du fer. Après l'étape de la fonte, le façonnage commence à coups de marteau sur l'enclume. L'artisan peut s'estimer à présent fier de son chef-d'œuvre. Je fabrique le copote, le burin, le poinçon, le couteau, tout ça là. Activité ancestrale inspirée du temps des royaumes successifs de l'ère Adjatado en référence par exemple au panégérique Ayato de la langue Fongbe, la ferblanterie ou forge traditionnelle, jadis visible dans les marchés, disparaît à petits coups. Pour trouver les tôles aussi, aujourd'hui c'est difficile. Pour faire le travail aussi, ce n'est pas facile. On cherche, on va en ville pour chercher tout ça là. Ce n'est pas la volonté. Parce que d'aller à l'école, il n'y a pas la moyen. En ce moment-là, donc c'est ce travail qui est un peu mieux que tout le monde peut faire. J'ai fait 7 ans d'apprentissage. Personne ne veut pas apprendre ça aujourd'hui. Les gens ne considèrent pas le travail. Je bats le fer dans le feu, je fonds ce genre de compote. Avec une recette journalière variée de 4 000 à 6 000 francs CFA, c'est depuis 1968 que Daniel, aujourd'hui âgé de 65 ans et père de 5 enfants, dont en voici un qui descend de l'école, a commencé le métier qui lui a toujours permis de subvenir aux besoins de sa famille. L'esthétisme imposé par la mode pousse la gente féminine à faire passer son apparence avant sa santé. Depuis bien longtemps, les chaussures aux talons font partie de la garde-robe des femmes. Cet accessoire de mode est-il compatible avec leur santé? Sont-ils sans danger pour les pieds? Roland Chidimé répond ici à toutes ces questions. Souci d'élégance ou exigence professionnelle.
Voilà quelques raisons pour lesquelles les femmes se sentent souvent obligées de porter des chaussures à talons. Je porte les talons, mais pas tout le temps. Je n'aime pas les chaussures talons, ma fiancée. Je suis en plein talon. Non, je ne suis pas vraiment à l'aise. L'histoire des chaussures à hauts talons remonte au VIe siècle en France. Pour éviter la boue et les saletés, Catherine de Médicis, femme du roi Henri II, aurait fait appel au service d'un cordonnier pour lui confectionner une paire de hauts talons. Depuis lors, elles sont entrées dans les habitudes de plusieurs femmes. Il en existe même de plusieurs types. Nous avons plusieurs sortes de chaussures à talons. Nous avons des talons compensés, des talons effilés. Nous avons des talons simples et nous avons des chaussures compensées même. Les chaussures à talons se différencient des chaussures plates par une hauteur qui modifie la démarche et le pied. La femme, lorsque elle porte les chaussures au talon, c'est-à-dire que le poids du corps n'est plus bien réparti en réalité. Ce n'est pas uniformément réparti comme cela se doit. Le centre de gravité est dévié, le poids du corps a tendance à être projeté vers l'avant et il faut que la femme réajuste sa posture pour pouvoir s'adapter à son nouvel équilibre. La posture habituelle au niveau de la hanche est modifiée. Et cela aussi, ça peut générer des douleurs, des tendinopathies et autres. Maintenant, au niveau de la colonne proprement dite, c'est l'exagération de la cambrure qui va provoquer des douleurs du bas du dos. Les genoux, la hanche et la colonne vertébrale sont entre autres les parties les plus exposées au risque. Nous avons donc les affections qui sont liées aux orteils. On peut avoir soit des déformations. Les déformations dont entre autres ce qu'on appelle l'orteil en marteau. C'est-à-dire c'est l'orteil qui devient crochu. C'est-à-dire que pour s'ancrer dans la chaussure pour pouvoir retrouver son équilibre. Selon le médecin rhumatologue, les risques varient en fonction de la longueur et de la forme des talons. Mais il existe des astuces pour se préserver. Il faut savoir choisir en fonction de sa morphologie. Idéalement, les chaussures recommandées, les talons ne devraient pas dépasser 3-4 cm. Lorsque vous êtes amené à porter des chaussures aux talons, il faudra trouver des moyens pour fréquemment changer. Les chaussures à talons hauts apportent une touche d'élégance, de glamour et de classe à la femme. En faire un usage modéré serait également bon pour la santé. S'habiller traditionnellement et localement, loin du plaisir qu'on y trouve, reste révélateur de notre identité culturelle. Mais le béninois reste partagé entre le consommant local et le style vestimentaire importé. Benadé Soglono, Dieudonné Abimbola. Lui, c'est Charles, rencontré à Dioké, un quartier de Cotonou. La tenue traditionnelle boba brodé est son style préféré. Parce que boba là, c'est un bon roi. C'est un bon. Si tu as porté là, tu es comme personne quoi. Mon style vestimentaire, mon identité culturelle. Mais des Béninois restent partagés entre le local et la mode importée. Il y en a qui s'habillent typiquement comme des Béninois, c'est-à-dire dans notre tenue vestimentaire, de par laquelle on peut quand même nous remarquer. Et puis il y a ceux qui sont toujours dans des vestes ou dans des chemises tout le temps, comme vous le savez, qui ont le visage extraverti. Corinne Bocon, on l'appelle. Elle est styliste de formation et créatrice de mode. Pour elle, préserver son identité culturelle, d'accord, mais il faut aussi s'adapter à la tendance du temps. Aujourd'hui, les femmes travaillent, les hommes travaillent. On est dans une vie, un monde où on est dynamique, on doit être opérationnel, on doit avoir des tenues confortables pour pouvoir travailler. Et c'est ça la modernité. Il faut s'adapter à son temps, à son rythme de vie et avoir des tenues qui correspondent. Toujours à Cotonou, nous nous sommes rendus dans cet atelier de couture et de broderie. Objectif, comprendre l'attachement des Béninois à se faire coudre le local. Le maître des lieux explique. Il n'y a pas d'argent à cause de ça, les gens maintenant là. Si on trouve 1000 francs, 2000 maintenant, on part au c'est bon.
Après, les gens gagnent. Si tu vas au boulot, voilà, tu travailles. Mais aujourd'hui, là, c'est un peu seulement. C'est pas comme avant. S'il y a l'argent là, les gens portent bomba bien. Plus que le dîner. Si tu vois le dimanche, samedi, dimanche là, eh bien, tu vois, il y a encore quelque part le même là. Les gens portent bomba bien. Les gens portent bomba bien d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas l'argent. Promouvoir les tenues traditionnelles est capital. Mais comment y arriver? Si le Conseil des ministres sort une note qui nous dit clairement le lundi et le mardi dans l'administration publique, vous êtes dans ce que vous voulez comme tenue qu'on nous a légué là. Et puis les autres jours, vous vous mettez dans le local de chez vous. C'est à vous de choisir quel local vous voulez, on ne vous impose rien. Mais le Made in Benin, c'est ça, vous allez porter du mercredi jusqu'à la fin de la semaine. Je vous dis, il y aura un boom. Imposer à quelqu'un de s'habiller de telle ou de telle manière, bon, ça reste encore, ça c'est un autre débat. Cependant, il est vrai que c'est à chacun de nous d'avoir cette ambition, d'avoir cette volonté de porter, si vous voulez, l'image du pays. Le Bénin a une identité culturelle assez forte qu'il peine à valoriser. Selon les promoteurs, l'État a davantage un rôle majeur à jouer pour la promotion de l'art vestimentaire béninois. Accra, la capitale ghanéenne, va abriter le 5e sommet africain de l'huile de palme et du caoutchouc. L'événement se tiendra du 25 au 26 avril 2018 autour du thème « Avancer avec une huile de palme durable en Afrique et une amélioration de la productivité des petits exploitants, résilience continue du caoutchouc naturel face aux défis ». Il sera notamment question des nouveaux investissements dans les deux filières qui jouissent de belles perspectives de croissance sur le long terme. Alors que le marché mondial de l'huile de palme pourrait valoir 88 milliards de dollars à l'horizon 2022, le caoutchouc verra sa demande maintenir son cap d'ici 2020. Toujours en Afrique, mais cette fois au Rwanda, le secteur bancaire rwandais a généré un chiffre d'affaires global de 362 milliards de francs CFA rwandais au terme de l'exercice 2017. Cette performance s'inscrit en hausse de plus de 8% comparée à celle de 2016. Ce résultat a été atteint grâce à la hausse des revenus d'intérêt qui ont progressé de plus de 11% au cours de l'exercice 2017. Chaque année en France, environ 100 millions de poules pondeuses sont abattues dès 18 mois à cause d'une baisse de productivité. Pourtant, les poules peuvent vivre entre 5 et 10 ans selon les races, tout en continuant à pondre. Face à ce constat, 3 fondateurs d'une start-up ont décidé de proposer un autre mode de production. Reportage. Ces poules pondeuses sont des rescapées. Elles ont toutes plus de 18 mois et auraient dû finir à l'abattoir. La cause, la baisse progressive de productivité des poules à partir de cet âge. Une pratique de l'industrie agroalimentaire qui a choqué ces 3 jeunes entrepreneurs, dont Fabien, devenu récemment végétarien. L'idée de sauver les poules, elle est venue quand j'ai découvert le côté systématique de l'abattage que je ne connaissais pas et qui m'a surpris. J'ai cherché à voir si quelqu'un avait fait ça, de ne pas tuer des poules, et je ne l'ai trouvé nulle part. Donc j'ai décidé que j'allais le faire. Cette maison de retraite, baptisée Pool House, vient d'ouvrir ses portes dans la campagne limougeaude. Les 600 premières pensionnaires sont choyées, nourriture bio, soins par homéopathie, des pâtures à perte de vue. La ferme compte pas moins de 16 hectares et pourra accueillir jusqu'à 18 000 protégés jusqu'à leur mort naturelle. Ces poules-là vivent en moyenne 5-6 ans. C'est une aberration, surtout que c'est vraiment juste une question de rentabilité et que derrière, il n'y a pas de justification vraiment de les abattre, étant donné qu'on ne valorise pas la viande derrière non plus. Et qu'en plus, elles pondent encore, quoi. Donc nous, on avait envie de montrer un autre modèle de production. Un modèle de production qui fonctionne un peu comme notre système de retraite par répartition. De jeunes poules sont au travail chez 4 éleveurs bio, partenaires de la start-up.
Leurs œufs sont commercialisés sous la marque Pool House au prix d'1 € l'unité, soit le double d'un œuf bio classique. Un prix qui permet de financer la fin de vie de leurs aînés qui continuent de pondre, mais à leur rythme. Lancée en septembre, l'offre éthique a su séduire un public. Plus de 400 000 œufs ont été vendus. Il y a un réel intérêt du consommateur, on pourrait même dire qu'il y a un réel intérêt du consommateur, parce qu'aujourd'hui on voit bien c'est lui qui change les choses. On le voit parce qu'il y a l'arrêt des œufs en cage qui est prévu en 2022, c'est par le consommateur, mais c'est également par le consommateur que les poules ne seront plus abattues à l'âge de 18 mois. Aujourd'hui, une levée de fonds est ouverte sur la plateforme innovante myoptions.co pour réunir 100 000 € et financer des nouveaux bâtiments. Car l'entreprise aimerait accueillir du jeune public pour le sensibiliser au sort des poules et partager le résultat de ses recherches sur la productivité de ses protégés au-delà des 18 mois fatidiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à 19h45. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Vraiment, rendez-vous demain à 19h45 pour une autre édition du journal. Et là, on signe notre retour en plateau avec Augustino Agbemavo. Nous parlions bien sûr d'entrepreneuriat social, un type d'entrepreneuriat qui met en exergue l'impact social au détriment, bien sûr, du gain. Est-ce qu'on va le dire au détriment? Pas au détriment, mais beaucoup plus en avant que le gain financier. Et je voudrais un peu préciser que nos startups, en décembre dernier, nous étions à Dakar dans le cadre d'un programme dénommé Changemaker Exchange de Ashoka Sahel. Ashoka, c'est une organisation américaine qui est leader en matière d'entrepreneuriat social. Et actuellement, nous sommes en formation. Nous suivons un programme dénommé GSBI Boost Plus, organisé par le Miller Center for Social Entrepreneurship, en collaboration avec le CREC. Et donc, nous sommes actuellement aussi en formation pour renforcer davantage nos capacités en la matière, parce que l'entrepreneuriat social demande, par exemple, que vous ayez un business plan social, par exemple, qui est différent par des business plans classiques que nous avons. Voyez un peu. Et pour le faire, il faut un peu de temps, il faut davantage que votre produit ait fait son temps sur le marché pour voir l'impact, pour voir les résultats, avant de bâtir quelque chose de durable là-dessus. Voyez un peu. Et donc, c'est vraiment délicat. Tout le monde essaie d'aventurer. Par exemple, moi, avec ISEC, c'est une organisation internationale, mais qui fait du social business. On vous permet de bénéficier de stages à l'étranger, de stages volontariats, de stages professionnels, mais en payant juste un montant forfaitaire chez nous ici avant de partir. Vous voyez, si vous allez à Dakar, par exemple, vous faites un stage professionnel au sein de la Sénégalaise de l'automobile, un stage professionnel de 3 mois, qui après débouche sur un contrat. Vous voyez tout ce que vous gagnez, mais comparé à ce que vous aurez investi chez nous ici, c'est vraiment minime. Vous voyez un peu. On aurait impacté votre vie parce que peut-être que vous avez payé peut-être 30 000 ou 25 000. Ou maximum 50 000 chez nous ici avant de partir. Et vous partez là-bas, mais tout ce que vous gagnez après. C'est une carrière que vous envoyez un peu. Et donc, il faut d'abord peut-être travailler dans une entreprise qui est vraiment dans une entreprise sociale pour comprendre vraiment la chose avant de se lancer soi-même un peu dedans. Ouais. Ok. Alors, pensez-vous que les jeunes Béninois sont vraiment intéressés par l'entrepreneuriat social, Augustino? Comme je disais tantôt, l'entrepreneuriat social, c'est vaste. Vous avez beaucoup de jeunes qui créent des associations, qui créent des ONG et autres, et on peut les mettre sous la bannière de l'entrepreneuriat social. Mais pourquoi ils y vont? Pourquoi vous créez une ONG? Pourquoi vous créez une association? Les vraies raisons sont toujours à ce qu'elles sont. Mais je veux beaucoup plus accentuer ma réponse sur le volet. Les jeunes peuvent profiter de l'entrepreneuriat social pour créer des emplois, pour se mettre à leur propre compte, pour être vraiment autonomes. Et ça, il faut alors aller vers le modèle social business. Et c'est un peu difficile parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où, voilà, quand vous êtes à votre propre compte, les parents, l'entourage attend que vous soyez en même temps financièrement autonome, que vous créez de la valeur, que vous soyez indépendant financièrement. Ce qui n'est pas toujours le cas avec le social business du coup. Parce que je vous l'ai dit, c'est d'abord l'impact social avant le gain financier. Et il faut un certain temps pour que votre modèle économique soit viable, pour vous générer assez de ressources pour être financièrement durable. Et au Bénin, comme en Afrique, on a beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Et l'entrepreneuriat classique ne règle plus tous les problèmes. Au contraire, parfois, ça crée des inégalités. Vous créez une entreprise, votre but, c'est d'abord le gain financier. Vous ne vous occupez pas d'un certain nombre de choses. Vous voyez un peu. Mais l'entrepreneuriat social vous permet de répondre à un besoin, de résoudre un problème social et au même moment de créer de la valeur ajoutée pour vous-même et pour votre société, pour votre entourage. Je vous donne un exemple très simple. Avec notre bibliothèque mobile,
Quand on va dans une école, on a besoin de 2 personnes pour gérer les livres et gérer les enfants. Oui. Si on a 50 écoles, ou bien 100 écoles qui sont partenaires avec nous aujourd'hui, et on recrute 2 jeunes par école, ouais, on est à 100, ça fait quoi? 200. Ces jeunes, on les prend juste de 9h à 15h. Et ils vont travailler et ils ont le reste de la journée pour vaquer à leur poste. Ouais, ça fait 200 emplois, ne serait-ce qu'occasionnels, qu'on aurait créés pendant l'année scolaire avec notre activité. Et ces jeunes-là auront de l'argent. Ils sont rémunérés en fonction des recettes réalisées par jour. Vous voyez un peu 200. On le fait juste peut-être à Calavi. On le fait dans d'autres communes. Vous voyez un peu, c'est immédiat en fait. Et l'impact est là. Le résultat, il est là en même temps. Combien d'entreprises veulent recruter 2 jeunes, ne serait-ce que créer 200 emplois occasionnels? Très peu, à moins d'avoir une grande usine. Vous voyez un peu. Et donc, on a de la matière, mais il faut de la patience. Il faut de la passion pour ce que vous voulez faire. Il faut de la détermination pour dire, je veux m'engager dans ce domaine-là. Voilà. Pour y aller, donc il faut avoir son business. Peut-être qu'on viendra sur ce plateau parler du business plan concernant... Le business plan social même. Le business plan social. Ouais. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Je sais que les téléspectateurs doivent être aussi très très intéressés parce que vous avez dit qu'il y a une différence entre le business plan classique et le business plan social. Vous promettez revenir sur le plateau en parler Vous nous invitez, on verra notre agenda. Et voilà, pour y être, je sais que vous faites partie désormais du monde des time is money men. Bon, c'est ça aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et notre dernier mot de fin, c'est d'inviter quand même les jeunes à plus analyser les problèmes sociaux que nous rencontrons aujourd'hui. Quelle solution on peut apporter aux problèmes sociaux aujourd'hui, hein? Et vous le savez, il y a assez de problèmes, mais quand il y a un problème, il y a solution. Et ce n'est pas toujours le gain financier qui est important. Quand vous impactez autour de vous, quand vous apportez un changement autour de vous, il y a toujours un but, un avantage financier qui est derrière. Et donc, je vais amener les jeunes aussi à ne pas chaque fois pousser le gain financier, mais quel changement je peux apporter autour de moi pour pouvoir aller de l'avant. Voilà un peu. Et je vous invite aussi à visiter bookconnect.com, qui est notre plateforme de diffusion du livre aujourd'hui, où vous pouvez emprunter, acheter des livres avec livraison gratuite à domicile. Ah oui, vraiment, merci beaucoup. Bookconnect.com, merci déjà pour cette adresse qui certainement va impacter la vie de plusieurs élèves, plusieurs personnes en tout cas, et en même temps amorcer un développement de notre pays. Merci beaucoup à vous, Augustino Agbemavoro. Je rappelle que vous êtes entrepreneur social. Voilà, vous êtes beaucoup plus dans le business social. À très bientôt. La suite, c'est avec les autants savants avec que nous parlons du géomètre. Oui, le géomètre, un technicien de l'aménagement des biens fonciers. Bon, c'est point d'interrogation. Autant savoir. Bienvenue sur Autant Savoir qui vous présente aujourd'hui le géomètre. C'est qui le géomètre? Que fait-il en réalité? On en saura davantage juste derrière ce reportage qui illustre le sujet. Avec nos appareils, les différentes... Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. En matière de données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique, les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans. Après le bac, quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années
pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années, en plus du BTS, pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Merci à vous, Herman Amégan, pour ce reportage. Et zoom à présent sur les curricula de formation de géomètres au Bénin. On en parle bien sûr avec le président de l'Ordre des géomètres du Bénin. Il s'agit de M. Arkadius Romuald Ogumbiyi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Aniat Bello. Assem Gaba, bonsoir. J'aime bien votre verre. Je l'aime aussi, c'est le vert de l'espoir. Ah oui, nous parlons d'aménagement et le vert et le blanc, bon, ça exprime la nature. Justement. Tout simplement. Vous avez donc compris l'agencement des couleurs. Ah oui, j'ai compris, j'ai compris. Et donc, ça exprime, géomètre, ça exprime l'aménagement des biens fonciers. Et on a un technicien sur le plateau. Oui, un technicien sur le plateau pour nous rappeler le processus qui aboutit justement à ce métier-là, un métier que beaucoup taxent de mystérieux, parce qu'on ne sait pas tous comment on devient géomètre expert. Je crois que le coin de voile sera levé sur cette profession tout au long de la semaine, que ce soit lundi, mardi ou mercredi. Donc aujourd'hui déjà, nous allons parler de la formation. Mesdames et messieurs, comment devient-on géomètre expert? Nous allons en parler avec le président de l'Ordre des experts géomètres du Bénin, Monsieur Arkadius Romuald Ogumbiyi. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, merci d'être des nôtres déjà sur ce plateau. C'est votre première visite au niveau de BB24. On vous remercie. Merci. D'accord. Nous vous remercions aussi. Oui, déjà, moi, j'aimerais savoir, devenir géomètre expert, est-ce que c'est chose aisée? Est-ce que c'est facile? Oui, merci, madame la journaliste. Merci, monsieur le journaliste. C'est pour moi un plaisir pour m'avoir accueilli sur ce plateau pour parler de la profession que j'incarne aujourd'hui en tant que président de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Et pour répondre à votre question, je vous dirais que aujourd'hui c'est facile d'être géomètre expert parce que tout ce qu'il faut pour être géomètre expert est sur place. Et dans un passé relativement long, pour être géomètre expert, il faut sortir du territoire national. Aujourd'hui, les écoles de formation sont sur place. Et je tiens à rassurer tout le monde que le circuit est là. Et bien tracé et bien connu. Tout aspirant qualifié peut devenir géomètre expert. Justement, on reviendra justement à comment être qualifié justement pour ce métier. Mais avant, nous allons parler des qualités requises parce que n'oublions pas que tout le monde nous suit. Il faudrait que ceux qui nous suivent puissent savoir si réellement, à travers justement des atouts qu'ils ont déjà, s'ils peuvent aller vers ce métier ou pas. Est-ce qu'il y a des qualités requises, des prérequis forcément pour pouvoir exercer ce métier? Forcément, il y a des qualités et prérequis qu'il faut avoir, de par même la définition du géomètre qui est un professionnel, n'est-ce pas, qui identifie, matérialise, mesure
et faire des évaluations immobilières privées comme publiques, bâties ou non bâties, n'est-ce pas? Et sur la surface de la terre comme sous la terre, n'est-ce pas? Et ainsi que tous les travaux qui s'exercent, n'est-ce pas, et permettre d'enregistrer la propriété foncière et les droits qui y sont attachés. Vous voyez forcément que, de par la définition, c'est un métier vraiment pointu qui rend double, enfin, qui permet aux techniciens d'être multiculturels, c'est-à-dire double culture, une culture technique et une culture juridique. Alors, le géomètre expert ou l'ingénieur géomètre dont on parle, c'est un expert foncier et en même temps, n'est-ce pas, un expert des mesures. D'accord. Au nom des capacités à avoir justement pour quelqu'un qui aspire à exercer ce métier, on parle du sens inné de l'observation. Est-ce que c'est inné en soi ou ça s'apprend à l'école? Je ne sais pas. Pour devenir un géomètre expert ou un géomètre, il y a la formation académique, qui est la formation classique, n'est-ce pas, où physiquement, vous devez être très au point, vous devez avoir vos sens, n'est-ce pas, très affûtés, et vous devez avoir une certaine probité, une certaine renommée qui rassure lors des géomètres experts que vous pouvez faire honneur à la profession. N'est-ce pas? Alors, pour devenir géomètre expert, j'ai parlé du cursus classique académique. Vous pouvez passer par le CAP, n'est-ce pas? Vous avez le CAP, vous avez le DTI. C'est le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle qu'on obtient après 3 années d'études dans les lycées ou dans les lycées. Le bac DTI, ça s'obtient, c'est l'équivalent du baccalauréat classique, scientifique. Mais avec le bac DTI déjà, est-ce qu'on peut commencer par travailler? Parce que tous les parents n'ont pas les moyens de pouvoir faire tout le circuit d'un coup. Est-ce que c'est possible avec le bac DTI pour l'apprenant de déjà commencer par travailler en tant que peut-être assistant du géomètre expert? Oui, celui qui a le CAP, le DTI, le BTS ou la licence professionnelle, même l'ingénieur, c'est les collaborateurs, sont les collaborateurs du géomètre expert. Donc vous pouvez déjà, c'est des produits finis qui sont comme ça, qui peuvent être très actifs, très intéressants sur le terrain. D'accord. Oui. Donc pour devenir un géomètre expert, le minimum c'est d'être ingénieur géomètre. Ingénieur géomètre, ça fait combien d'années après le bac? Ça fait 5 ans après le bac. Vous pouvez y accéder en prenant par les CAP, DTI, BTS et autres. Ou les bacs classiques aussi. Vous pouvez prendre par le bac classique, le bac D, le bac C, le bac E, ou à la limite le bac F, où on vous soumet à 2 années préparatoires. Si c'est le bac classique, 2 années préparatoires, et vous rentrez dans les cycles d'ingénieur géomètre, où vous faites le bac, le BTS ou la licence, et vous intégrez le cycle d'ingénieur géomètre. D'accord. Et après le cycle d'ingénieur? Dès que vous finissez le cycle d'ingénieur géomètre, on vous soumet, il y a la profession qui est régie par un décret, le décret 91-49 du 29 mars 1991, qui crée la profession, qui l'organise, et dans toutes ses attributions. Donc le décret le décret vous soumet à une rude formation professionnelle après le diplôme d'ingénieur. Après la formation théorique normale. Théorique et pratique dans les écoles. Le cycle d'ingénieur normalement. Oui. Vous voulez parler des stages ou bien des immersions? C'est des stages. On vous soumet à 2 ans de stage dans un cabinet de géomètre expert privé. Pourquoi cette exigence? D'expérience avérée. Est-ce qu'il y a des aptitudes qu'on recherche particulièrement chez le géomètre expert qui obligent ce candidat, cet aspirant à ce métier à passer dans ce cabinet d'expertise? Oui, quand nous parlons d'experts, c'est quand même des techniciens avertis, affûtés. Donc, on ne remet pas en doute la capacité d'un ingénieur géomètre, mais il faut quand même le soumettre à certaines attitudes pour voir s'il est vraiment affûté à être vraiment à la tâche. En dehors de cette capacité technique, n'est-ce pas, il faut que le candidat
présente des garanties, rassure l'ordre qu'il peut faire honneur à la profession. Donc tu peux avoir le diplôme d'ingénieur et ne pas être un géomètre expert. Finalement, qu'est-ce qui atteste de la probité? Est-ce que le cabinet dans lequel il travaille lui donne peut-être une caution de garantie, c'est ça? Oui, le cabinet fait, n'est-ce pas, le point, enfin, dans la situation d'éthique et de morale du candidat, du postulant. Il y a aussi ce que nous appelons les enquêtes de moralité qui est diligentée par le parquet, n'est-ce pas? Et cette enquête ne se limite seulement pas au résultat du parquet. Si les gens ont des informations sur le postulant, que nous avons des preuves que le candidat n'est pas fait pour faire honneur à la profession, il ne sera pas admis dans l'ordre. Oui, alors si je comprends bien, il y a donc une différence entre un ingénieur géomètre et le géomètre expert, mais il y a quel intérêt à passer du titre, du grade d'ingénieur géomètre à géomètre expert? Oui, il y a des privilèges. Il y a des privilèges, il y a des responsabilités. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ordre est régi par un décret. Oui. Ce décret. À travers ce décret, le géomètre expert est le délégataire de la puissance publique. En réalité, c'est des activités de la puissance publique que l'État confie au géomètre expert. Donc on ne peut pas confier ça à un ingénieur? Non, on ne peut pas confier ça à un ingénieur. On confie ça au géomètre expert. Donc on ne peut pas confier ça à n'importe qui. C'est pourquoi le passage est rude. Vous êtes combien? Vous êtes combien au total? Au total, nous tournons autour de 70. 70 géomètres experts au Bénin. Oui. C'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Je crois que beaucoup d'étudiants sont en formation et dans 3 ou 4 ans, nous allons doubler l'effectif. Ah, d'accord. Oui. Doubler l'effectif. Oui. Les missions qui vous sont allouées sont énormes. Vous avez besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir y arriver. Mais je crois que si on fait la compilation, on atteint effectivement les 10-11 ans, tel que dit dans le reportage. C'est long. Après le bac, le minimum c'est 7 ans. Le minimum c'est 7 ans. Après le bac. D'accord. Oui. Ça, c'est sans les années d'immersion au niveau du cabinet. Non, y compris les années d'immersion. Oui. Donc, normalement, vous pouvez faire votre stage et l'ordre va juger que ce n'est pas bien fait. On prolonge un peu le délai du stage ou le temps de vous mettre en observation. Ça peut faire que les durants seront un peu rallongés. Et ça coûte combien? je voulais y venir. La formation de géomètre expert, oui. Je dirais que je ne saurais l'évaluer. Ça coûte beaucoup et ce n'est rien non plus. Ça coûte beaucoup et ce n'est rien non plus. Ça veut dire que ça dépend de pas même la qualité de celui que vous avez vous, de pas même la dérogation, enfin, d'être délégataire de la puissance publique. Vous voyez que les prérogatives qui vous ont attachées sont suffisamment énormes pour être évaluées. C'est inestimable. Oui. Mais on parle du coût de la formation. Déjà, après le bac, si vous voulez faire une école pour le cycle d'ingénieur, combien est-ce qu'il faut débourser? Il y a des parents qui nous suivent, il y a des candidats qui nous suivent, il faudrait déjà qu'ils soient informés. Alors, il y a deux types d'écoles de formation. Je voulais parler des écoles publiques. Il y a des écoles privées. Oui. Naturellement, dans les écoles publiques, c'est relativement plus cher. Et pour faire le cycle d'ingénieur, je crois que les BTS, pour faire passer les années de BTS jusqu'en licence professionnelle, ça tourne, rien que les frais de formation tournent autour de 600-700 000 francs par année. Au niveau du public? Du privé. Au niveau du privé. Ça tourne autour de 600 à 700 000 au niveau du privé. Quand vous rentrez dans le cycle d'ingénieur, c'est au moins le minimum, c'est 1 million par an. 1 million par an. Ça tourne autour de 1 million, sans parler des annexes, des accessoires. Voilà. Maintenant, pour devenir expert, quitter ingénieur, parce que vous avez dit que c'est 7 ans encore. Non, 2 ans. Après le diplôme d'ingénieur, c'est 2 ans. C'est minimum 2 ans. Et vous allez payer combien par an? Non, c'est des stages. Vous travaillez dans le cabinet, mais est-ce que c'est des stages théoriques tout simplement, où le cabinet vous rétribue d'une certaine façon pour pouvoir vous permettre quand même de pouvoir tenir tout au long du stage? Oui, c'est des stages payés. C'est des stages rémunérés. Oui. D'accord. Et le temps qui nous est imparti est terminé. Mesdames et messieurs, j'espère qu'on vous a en tout cas suffisamment donné des informations, suffisamment outillé pour la formation
et qui permet d'aboutir au métier de géomètre-expert. Demain, on parlera de l'exercice du métier lui-même. Ce sera soit avec le président de l'ordre ou avec un membre de l'ordre des géomètres du Bénin. Vous aurez la surprise demain. Restez toujours fidèles au grand rendez-vous à Siongaba. Merci à vous de nous avoir reçus. Oui, j'attends demain pour être surpris, tout simplement. Merci beaucoup à vous. La suite du grand rendez-vous, c'est sur la toile, carrément, avec, avec Marcel pour présenter l'actualité sur la toile. C'est l'actu web. Chers amis du Grand Rendez-vous, bonjour. La revue web de cette semaine démarre par une note triste. Une partie du marché d'Antokba, ravagée par un incendie, affiche la Nouvelle Tribune. Selon la publication, un incendie spectaculaire a entraîné de gros dégâts au marché international d'Antokba de Cotonou. Ce lundi matin, le bilan humain est au soulagement puisqu'il n'y a pas de victimes dénombrées. Les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées. En revanche, la quasi-totalité de la zone de vente des céréales du marché a été ravagée, de même que les petits commerces aux alentours. Malgré les efforts des commerçants qui ont tenté avec leurs faibles moyens d'acheminer de l'eau dans des bassines ou des seaux de fortune pour stopper la progression du feu, le mal a été fait. Alerté, le préfet du littoral, Modeste Toboula, s'est porté sur les lieux avec des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers pour maîtriser le feu. Au Niger, les autorités ont annoncé samedi la fermeture s'inédite de tous les lieux de détente le long des rives du fleuve Niger après une série de noyades d'adolescents. Chaque semaine qui passe, plusieurs enfants perdent leur vie par noyade dans le fleuve, indique un communiqué du tout nouveau gouverneur de Niamey, Hassan Issaka Karanta. Les statistiques sont effroyables. 7 corps ont été repêchés du fleuve en 3 jours, dont 4 la seule journée du 12 avril, déplore le gouverneur dans ce communiqué relayé dimanche par les médias locaux. Pour mettre fin à cette vague de noyades qui endeuille chaque jour les familles, les berges du fleuve sont désormais strictement interdites, précise le communiqué. Afin de dissuader les récalcitrants, des patrouilles policières sillonneront les zones concernées de jour comme de nuit. Une autre information à présent, toujours sur le net. Le risque d'allergie sera très élevé ces prochains jours. La moitié de la France en alerte rouge au pollen. L'ensemble du pays est concerné par une explosion des quantités de pollen. Une large partie du nord est même en alerte rouge. Alerte rouge au pollen jusqu'au vendredi 20 avril, prévient le Réseau national de surveillance aérobiologique RNSA. La France est coupée en deux avec les pollens de bouleau qui envahissent le nord et les pollens de platane qui gailleront du terrain au sud, constate le RNSA. Le risque d'allergie sera très élevé ces prochains jours pour les pollens de bouleau. Enfin, comme dernière info retenue pour le compte de ce 16 avril 2018 sur le web, Trump moralement inapte à être président des États-Unis, selon l'ex-directeur du FBI, James Comey. À l'occasion de la sortie de son livre, l'ex-directeur du FBI a de nouveau attaqué Donald Trump, qu'il a limogé en 2017. Le président américain Donald Trump est moralement inapte à diriger les États-Unis, a affirmé l'ancien directeur du FBI dans une interview à la chaîne de télévision ABC. « Je ne crois pas à ces histoires selon lesquelles il serait mentalement déficient ou dans les premiers stades de la démence », a écarté James Comey. « Je ne crois pas qu'il soit médicalement inapte. Je crois qu'il est moralement inapte à être président. » Ce sera tout pour la revue de l'actualité en ligne. À demain. Rendez-vous demain encore sur la toile pour d'autres actualités, d'autres informations, bien évidemment. Le grand rendez-vous, presque à la fin, on jette un second coup d'œil sur le tableau des prévisions météo que voici.
Allez, ce sera tout pour le tout premier grand rendez-vous de cette semaine de travail. Demain, 19h00, on se fixe un autre grand rendez-vous. Je vous convie tout simplement d'y être parce qu'il y aura d'autres sujets, d'autres très bonnes nouvelles pour vous. Bonne soirée sur BB24. Ciao.